Donc, bonjour à tous. Je tiens aussi à remercier tous les membres du CNESCO pour m'avoir invité ici à présenter ces travaux et avoir tout organisé aussi pour ces 2 journées. Donc, moi aussi, c'est plus là, non, là. Moi aussi, je vais avoir une présentation en 3 parties. Pour répondre à cette question qui m'avait été posée sur comment encourager les comportements pro-environnementaux chez les élèves en renforçant leur connexion à la nature. Donc, il y aura une première partie qui sera plus sur comprendre les interdépendances entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. Ça, c'est pour avoir un peu des éléments de contexte, pourquoi cette question est importante et prend en compte des choses très larges, très holistiques. Ensuite, je vais vous parler de la connexion à la nature, qui est mon sujet en fait, de recherche et qui est pour moi un levier pour atteindre un futur durable. Et pour un futur durable, ça veut dire bien-être, augmentation du bien-être humain et préservation des écosystèmes. Et une 3e partie où je vous présenterai un programme qu'on a mis en place pour permettre de renforcer cette connexion. Non, c'est plus ça. Donc, juste pour arriver un peu à la question de recherche, au départ, moi, je travaille sur la prosocialité. Donc, la prosocialité, c'est tous les comportements volontaires dirigés vers autrui dans une logique d'entraide. Donc, c'est tout ce qui est coopération, altruisme, réciprocité. Et la particularité de mon parcours, qui paraît un peu bizarre comme ça, c'est d'avoir étudié cette question, mais en multipliant les approches, donc avec la thèse en neurosciences au départ, et ensuite plusieurs postdoctorats en psychologie, économie, biologie évolutive, et maintenant en psychologie environnementale. Et je me suis plus particulièrement intéressée à l'impact de l'environnement artificiel ou naturel sur la prosocialité. Et j'ai découvert une littérature, notamment sur l'impact des écrans. On en parlait tout à l'heure du numérique, tout ça. Donc moi, j'ai travaillé surtout sur l'impact des écrans récréatifs, c'est-à-dire regarder des films, jouer aux jeux vidéo. Voilà, c'est pas dans le cadre scolaire. Donc l'impact des écrans récréatifs sur la santé mentale et physique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines d'études maintenant qui montrent qu'au-delà d'1 heure par jour d'écran récréatif, on observe des impacts négatifs sur la santé mentale et la santé physique des individus, notamment des troubles cognitifs, donc augmentation de l'anxiété, du stress, troubles du langage, difficultés de concentration, diminution de l'intégration sociale, troubles du comportement, troubles de l'inhibition, augmentation de la prise de risque, augmentation des comportements violents, notamment quand on regarde des contenus violents, et des impacts sur la santé physique qui sont des troubles du sommeil, des troubles du circuit de la récompense, qui c'est en fait un circuit qui s'active quand il nous arrive des choses agréables dans la journée. Quand on nous fait un compliment, ce système s'active. Quand on mange quelque chose de bon, ce système s'active également. Et il est en fait déréglé quand on regarde de manière excessive les écrans récréatifs. Et ça peut avoir des impacts, pas que dans le cadre des écrans, mais ensuite augmenter la tendance à avoir envie de consommer des choses hautement caloriques, donc des troubles alimentaires, liés à de la sédentarité à cause des écrans. Bref, voilà, vous avez le tableau, qui n'est pas très joli vu comme ça. Voilà, je ne vais pas vous présenter toutes les études qui ont été faites, mais voici une étude qui avait été menée en Allemagne sur 1800 enfants, qui montre en haut des dessins réalisés par des enfants de 5 ans qui étaient faiblement exposés aux écrans, donc moins d'1 heure par jour, et en dessous des enfants qui étaient exposés plus de 3 heures par jour. Donc vous pouvez voir qu'il y a un trouble de l'élaboration bon, c'est juste une manière d'illustrer ce que je viens de vous dire. Donc il faut savoir qu'il y a des choses qui ont été proposées. Attendez, je spoil, donc j'avais pas. Il y a des choses qui ont été proposées pour diminuer, pour inverser ces effets. Donc diminuer le temps d'écran, sensibiliser les parents. Il y a plein de choses pour en fait réduire ce temps, qui fonctionne parce que ça permet de réduire ces effets. Mais quelque chose qui n'a pas du tout été mis en évidence, enfin moins mis en évidence que le reste, moins médiatisé, on va dire, c'est qu'en fait, une exposition à la nature, donc un environnement naturel ou semi-naturel, à partir de 20 minutes par jour, on a des effets complètement opposés aux effets des écrans, donc aux effets de l'environnement artificiel. On a une amélioration de la santé mentale et de la santé physique des individus. Et il y a plus de 300 études expérimentales qui ont été publiées sur ce sujet et qui montrent en plus une causalité, c'est-à-dire que c'est bien, on mesure quelque chose avant, c'est ça les études expérimentales,
Ensuite, on fait une intervention. Donc là, c'était aller dehors, dans un environnement naturel. Et ensuite, on remesure quelque chose et on voit qu'il y a une modification, donc une causalité. L'intervention a bien permis d'améliorer la santé mentale ou la santé physique des individus. Donc c'est pareil, je ne vais pas vous présenter les 300 études, et vous en présenter une, si ça peut bien s'afficher. Oui. Donc là, c'est une étude qui a été faite en Espagne, sur environ 4000, enfin plus de 4000 élèves, entre 7 et 12 ans. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les chercheurs ont été mesurer la mémoire de travail 4 fois dans l'année, au cours de l'année. Donc c'est les nombres de visites. Donc la mémoire de travail, c'est la capacité à maintenir l'information et à la manipuler, donc dans un sens ou dans l'autre. Là, c'était une série de chiffres. Et elle est très, très liée en fait, aux apprentissages ensuite scolaires et à la réussite scolaire. Et ce que vous voyez sur l'écran, c'est donc la mémoire de travail en fonction des visites. Et la différence de couleur, c'est que la seule différence entre les élèves, tout le reste était contrôlé, c'est que vous avez en bas les élèves qui étaient dans une école avec une cour de récréation faiblement végétalisée. Donc là, c'est ce qui est en marron, orange. Là, ça apparaît en orange. Et en vert, ceux qui avaient une cour d'école fortement végétalisée. Donc bien sûr, ce n'était pas comme sur la photo, là j'exagère un peu, mais qu'il y avait beaucoup de végétalisation dans la cour. Et donc vous pouvez voir qu'il y a un effet au cours de l'année. La mémoire de travail des élèves qui avaient une cour végétalisée était supérieure aux autres. Donc ça veut dire que le fait de végétaliser une cour d'école peut en fait avoir vraiment un effet pour on va dire un accès à la nature qui pourrait permettre de limiter les inégalités d'accès à la nature. En tout cas pour ces élèves, on a un effet qui se voit très bien au cours de l'année. Donc après avoir travaillé sur cette question de l'environnement artificiel versus naturel, je me suis intéressée vraiment à cette question de l'effet de l'environnement sur la processualité, mais pas que. Et donc je me suis intéressée à des travaux en philosophie, en anthropologie. Et comme je n'étais pas ni philosophe ni anthropologue, j'ai lu des choses qui sont très médiatisées, comme les travaux de Descola ou de Baptiste Morisot, que vous devez peut-être connaître, qui parlaient de sociétés qui vivaient très proches de la nature et qui en fait avaient des comportements prosociaux, ou donc de coopération, d'altruisme, pas seulement entre humains, mais avec les non-humains. Et donc ça m'a fait considérer dans mon sujet les comportements pro-environnementaux dont on parlait, donc en faveur de l'environnement, comme en fait un comportement pro-social. Donc je me suis mis à en fait élargir mon champ, à plus vraiment m'intéresser seulement aux interactions entre humains, mais aussi aux interactions humains-non-humains ou humain-nature, et à m'intéresser à cette connexion humain-nature dont je vais parler maintenant, qui pourrait être un levier important pour atteindre la durabilité, et dans les sciences du coup, de la conservation et de l'éducation. Parce qu'on entend beaucoup ce terme dans la littérature, enfin dans les médias, je ne sais pas si vous entendez pas, j'imagine comme moi, de déconnexion, de reconnexion, c'est un terme à la mode, il y a plein de livres qui sortent sur ces thématiques. Donc moi, quand je parle de déconnexion, je vais un peu définir, il y a plusieurs types de déconnexion. Il y a une déconnexion qui est psychologique, philosophique, qui nous vient de différentes sources, mais moi, comme je suis scientifique, je vais rester dans la sphère scientifique, qui nous vient de Descartes, de Kant, qui ont prôné une différence d'intériorité entre les humains et le reste des autres êtres vivants, avec les humains qui avaient une intériorité différente et qui étaient donc supérieurs aux autres êtres vivants et se devaient de manager et on va dire de manager, de s'occuper, de dominer le reste du vivant. De l'autre côté, nous avons une déconnexion physique qui est due à l'urbanisation qui augmente. Il y a 55% de la population qui vit actuellement en ville. On s'attend à une augmentation dans le futur. Et on a mené une étude qui montre qu'en moyenne dans le monde, les personnes vivent à 10 km d'un lieu potentiellement naturel. En France, on est à 16 km, c'est-à-dire qu'il faut parcourir cette distance pour profiter, on va dire, de la nature. Et donc peut-être que le fait d'être déconnecté psychologiquement et physiquement a pu mener à des valeurs et des pratiques qui sont non durables, comme la surexploitation, la surconsommation que l'on peut avoir dans nos sociétés.
Donc la question, c'est est-ce qu'il est possible de se reconnecter? Donc ça, ou en tout cas de maintenir cette connexion. Donc il y a moi j'ai plusieurs arguments pour dire que oui. La première chose, c'est qu'on a ce qui s'appelle un animisme enfantin. Donc Piaget appelle ça un animisme enfantin de manière un peu condescendante. Et les chercheurs, eux, l'appellent une biophilie. Donc c'est cette curiosité, cette tendance à inférer, même aux autres êtres vivants, quels qu'ils soient, une intériorité, une intentionnalité. Donc là, il y a une petite étude qui a été menée en psychologie en 2021, qui est un peu extrême, mais que je trouvais intéressante à vous présenter ici. Donc à gauche, c'était une étude de choix moraux. Donc il proposait aux participants, il disait il y a 2 bateaux. Sur un bateau, l'un des 2 va couler, tu ne peux en sauver qu'un. À gauche, il y a un humain, à droite, il y a un chien que tu ne connais pas. Qui est-ce que tu sauves? Et après, il faisait varier le nombre d'individus. Donc c'était un humain versus 2 chiens, un humain versus 10 chiens, versus 100 chiens. Et puis il faisait aussi les choix inverses, dans l'autre sens. Et il posait cette question à des enfants entre 5 et 9 ans et à des adultes. C'était une étude qui a été menée aux États-Unis. Donc voilà les résultats, donc sans trop de surprise. Là, vous avez, au centre, c'est le 1 versus 1. Plus on va à droite, plus il y avait d'humains sur le bateau. Plus on va à gauche, plus il y avait de chiens. Donc globalement, les adultes vont prioriser les humains par rapport aux autres aux chiens, par exemple. Donc voilà. Par contre, si on demande à des enfants, au moins jusqu'à 9 ans, donc là vous avez le 1, on n'a pas du tout le même schéma. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est complètement symétrique. Un vivant égale un vivant, en tout cas jusqu'à 9 ans, en tout cas jusqu'à 9 ans, parce qu'ils n'ont pas testé les plus vieux. Donc c'était un exemple juste pour vous montrer que les enfants ne priorisent pas les humains par rapport aux autres. C'est quelque chose qu'on apprend dans notre culture. Le deuxième argument pour dire qu'une reconnexion est possible, c'est qu'il y a des sociétés qui l'ont mis en place, qui ont gardé justement une vision non hiérarchique du vivant, et que quand on compare, il y a des anthropologues, des biologistes qui sont allés sur le terrain, qui ont comparé des sociétés qui avaient changé de tradition avec une vision hiérarchique du vivant, des autres qui ne l'avaient pas changé de tradition, et ils ont en fait fait des relevés de qualité du sol, du nombre d'arbres, et ils ont vu que les sociétés qui avaient gardé cette vision interdépendante, égalitaire, on va dire, du vivant, avaient mieux préservé leur environnement que ceux qui avaient une vision hiérarchique. Donc la vision du monde peut vraiment avoir un impact sur la manière dont on va gérer l'environnement. Et enfin, le troisième argument qui, moi, me touche plus particulièrement, parce que ce sont des découvertes scientifiques, c'est qui montrent qu'en fait, ces animismes enfantins ou biophilie, ou comme on veut, la manière dont on veut l'appeler, quelle que soit la manière, en fait, elles commencent à avoir des preuves scientifiques dans nos sciences, qu'on est en train de faire nos sciences occidentales. On parle maintenant d'émotions animales, d'intentionnalité animale, de communication et d'intelligence des plantes. Donc ça commence à venir vraiment dans notre recherche, dans nos sciences actuelles. Et donc je ne suis pas la seule à penser ça. Il y a 2 grands groupes d'experts, donc vous avez sans doute entendu parler du GIEC, qui est pour le climat. Donc c'est le groupe d'experts qui font des rapports avec tous les chercheurs du monde sur la thématique. Et il y a l'IPBES, c'est l'équivalent pour la biodiversité. Et il faut savoir que ces 2 instances ont dit qu'on n'atteindront pas les objectifs de durabilité sans une prise de conscience par les citoyens et par les gouvernements de l'interdépendance entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. Et donc c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressée à la connexion humain-nature, qui est en fait la tendance à là c'est important, il faut écouter, la tendance à percevoir la nature comme faisant partie du soi, ou l'humain comme faisant partie de la nature, c'est-à-dire y voir des interdépendances, des similarités. Il y a plusieurs mesures quantitatives validées qui ont été développées par des psychologues et des économistes, et qui ont publié des articles. Et moi, un premier travail qu'on a fait avec mon équipe, c'est qu'on a fait une méta-analyse. Donc là, je définis maintenant. C'est vraiment, on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu le mot aussi tout à l'heure. C'est que, on sait qu'en recherche, il y a toujours, sur un thème, il y aura toujours certaines études qui vont montrer un effet, d'autres études qui vont montrer pas d'effet, et d'autres études qui vont montrer un effet négatif, par exemple.
Et c'est pour ça que les gens peuvent un peu piocher comme ça. Mais la méta-analyse, c'est une manière de vérifier, de prendre tout ce qui a été publié et de regarder si globalement on a un effet ou pas. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé toutes les études qui ont été faites sur la connexion homme-nature. On a essayé de savoir si c'était vraiment lié à une relation durable avec l'environnement, c'est-à-dire est-ce que c'était lié au bien-être, à la santé humaine et à la santé de l'environnement. Et si c'était le cas, qu'est-ce qui permettait d'améliorer cette connexion? OK. Donc, ce qu'on a montré, donc au total, il y avait presque de 150 études qui montraient des corrélations, avec un total de 63 897 participants. Et ce que ça montre, c'est que les personnes qui étaient plus connectées à la nature étaient en meilleure santé physique et mentale et étaient aussi plus à même de s'engager dans des comportements pour protéger l'environnement. Et quand on regardait par contre ce qui permettait d'augmenter cette connexion, et là je dois avouer que j'ai été très surprise quand j'ai trouvé ces résultats, il faut savoir que donc un contact direct avec la nature, avec ou sans pleine conscience, donc là je vais définir aussi parce que pleine conscience est utilisé partout. En science, alors on a le même mot, hein, c'est mindfulness, on a le même nom, on aurait pu dire attention focalisée, ça aurait fait plus scientifique, mais c'est ce mot-là. Ça veut juste dire se concentrer sur le moment ou l'instant présent. Ça veut juste dire ça. Et après, c'est utilisé un peu partout. Mais en gros, c'est être dans la nature en faisant attention à ce qu'il y a dans la nature. C'est juste ça. Avait un effet positif modéré sur la connexion à la nature. Par contre, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire un cours à l'intérieur, n'avait aucun effet, enfin pas d'effet significatif sur cette connexion. Donc c'était un petit peu embêtant hein, quand même quand j'ai trouvé ça, mais c'est l'effet que l'on a trouvé. Cette étude, elle a permis aussi de mettre en évidence qu'il y avait des biais, c'est-à-dire des biais d'échantillonnage notamment. Il y avait très peu d'études qui avaient été menées chez l'enfant et l'adolescent. Alors comme je vous ai dit au début, ils ont l'air d'avoir un animisme ou une biophilie innée. On ne nous a pas du tout étudié pour savoir ce qui se passait. Et nous, on a mené une étude en France sur 1000 personnes entre 3 et 97 ans pour essayer de savoir en fait comment cette connexion évolue au cours du temps et en fonction de l'âge et à quel moment il faudra intervenir si il y a une déconnexion qui arrive. Donc là, vous avez la courbe de la connexion à la nature en fonction de l'âge. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'au début, comme on le disait tout à l'heure, les enfants sont très connectés à la nature. Ensuite, il y a une forte déconnexion qui arrive à peu près au moment surtout qui est très faible au niveau de l'adolescence, puis une augmentation qui revient un peu plus tard. Donc, ça m'amène sur la troisième partie où on a essayé justement d'intervenir pour essayer de limiter, de maintenir cette connexion juste avant le décrochage. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude, on a essayé de développer un programme qui utilisait tout ce qu'on avait vu dans la méta-analyse qui avait l'air de marcher, c'est-à-dire des moments de pleine conscience en début de séance, suivi d'une histoire, parce qu'on avait quand même envie qu'il y ait de l'information, une histoire scientifique, mais qu'on restait tout le temps dehors, même s'il faisait très froid, on faisait un petit feu. Une histoire scientifique qui leur permettait d'appréhender l'interdépendance, le fonctionnement du changement climatique, le lien entre santé humaine et santé des écosystèmes. Et ensuite, il y avait une troisième partie où ils devaient faire ce qu'on avait, un peu incarner ce qu'on avait mis en place, ce qu'on avait expliqué dans l'histoire scientifique. Et par exemple, on avait un jeu de trappe-trappe carbone. Donc il y avait les arbres et les carbones. Donc les arbres devaient attraper les carbones. Et puis après, on expliquait qu'il y avait un feu. Donc on disait, qu'est-ce que vous devenez, vous les arbres? On devient des carbones. Ils avaient compris, c'était dans l'histoire. Donc ils allaient de l'autre côté. On leur disait, allez-y maintenant, les arbres, attrapez ce qui reste, attrapez les carbones. Et puis là, il y a un enfant, je me rappelle, de 4 ans qui a couru vers moi et qui m'a dit, écoute, la Gladys, il faut replanter, on n'est pas assez nombreux. Et en fait, j'ai trouvé ça... Je trouvais ça génial parce qu'en fait, on n'a jamais parlé d'éco-gestes, on n'a jamais parlé des solutions, mais elles sont venues au fur et à mesure des séances. Ce sont les élèves qui, en fait, nous donnaient les réponses. Ok, je vais très vite.
Donc, on est encore en train d'analyser ces données parce qu'on est en train d'augmenter l'échantillon. Il y avait 100 élèves, mais on veut le développer un peu plus largement. Ce qu'on avait observé, c'est qu'on n'avait pas d'effet significatif sur la connexion à la nature, mais vu les âges, en fait, ils étaient déjà un peu à un plafond. On n'a pas de déconnexion en tout cas. On a eu une augmentation du bien-être en famille et du bien-être en nature, et une augmentation des comportements de recyclage, d'économie d'énergie, d'économie d'eau et de communication d'informations pro-environnementales, y compris chez les maternelles. Et on n'avait pas parlé d'éco-gestes. Je tiens à le dire, on n'a pas parlé d'éco-gestes du tout pendant le programme. Donc, qu'est-ce que je voudrais que vous reteniez de tout ça? Donc, la connexion humain-nature, elle est liée à la santé humaine et à la santé des écosystèmes. Elle est favorisée par un contact direct avec la nature. Il faut savoir, j'en ai pas parlé là directement, mais un petit peu au début, qu'il y a un certain nombre de méta-analyses qui ont déjà été faites et qui montrent qu'un contact direct avec la nature a aussi un impact sur la santé humaine directement. Et il y a une méta-analyse dont je n'ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps, qui a été faite aussi et qui montre qu'un contact direct avec la nature a aussi un impact sur les comportements environnementaux. Comme ça, là, vous savez toute la littérature sur ce schéma. Je ne sais pas si on a le temps de faire ça. J'avais envie de vous faire faire... En même temps, je ne sais pas si le son fonctionne. J'ai envie de vous faire essayer. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Alors là, on va essayer... Il y a quelques arbres, on les voit d'extérieur. Alors, j'aimerais que vous vous installiez bien dans votre siège, que vous fermiez les yeux, et en espérant qu'il y ait bien le son. Hein, je compte sur vous en régie. Je vais vous passer un son qui a été ce sont des sons qui ont été pris en montagne. Donc là, je vous amène en Ariège, où il est 7 h du matin, vous avez dormi dans une tente, vous sortez de votre tente, vous vous mettez sur il y a un grand rocher très plat, au soleil, vous asseyez sur ce rocher, vous fermez les yeux et vous écoutez les sons. Et la seule consigne, en fait, c'est de vous concentrer sur un son qui vous plaît, en espérant qu'il y ait du son. Il n'y a pas de son. Comme je sais qu'on n'a pas trop le temps, je vais devoir vous réveiller. Je passe à la suite. Je vous remercie pour votre attention. Merci.